Bienvenue à toutes et à tous entre nous, l'émission des métiers de l'hôtellerie et de la restauration, avec ceux qui défendent vos métiers, qui connaissent vos réalités et qui vous aident dans vos missions. Votre présidente de l'UMI 38, Danielle Chavant, bienvenue Danielle. Bonjour, Vous êtes bienvenue. jolie. Faut tout ça. Et oui, votre directrice Gaëtane Besson-Chavant, bienvenue Gaëtane, avec Véro, avec Chou et leurs invités. On va tout savoir sur vos droits, vos devoirs et vos tendances. C'est tout de suite le chiffre du mois. On y va. 49% des Français reconnaissent aimer aller au restaurant pour la Saint-Valentin. Ambiance feutrée, menu chaloupé, le restaurant aide à déclarer des flammes, à renforcer des liens pourvu de s'y rendre à l'avance. Les clients le savent, c'est souvent complet. Anticipez, habillez vos tables et communiquez surtout. C'est fait en Isère, chez Rirocher, une distillerie historique fondée en 1705 en Isère, spécialisée dans la macération et la distillation de fruits, de plantes, épices, pour produire une grande gamme de liqueurs, de crèmes, d'eau de vie et sirops artisanaux. Pensez à cette entreprise qui valorise l'héritage régional et qui innove avec plus de 100 recettes élaborées chaque année pour la grande distribution et les professionnels et même les particuliers. Allez, tout de suite, une nouveauté dans notre rubrique syndicale sur le feu. Cette nouveauté s'appelle la conventionnelle formation HCR. C'est obligatoire. Depuis le mois de janvier 2026, elle est mise en place pour garantir des fonds de formation pour les salariés de la branche HCR. Et celui qui va tout nous dire, c'est Laurent Barthélémy. Vous êtes avec nous, Laurent ? Bonjour à toutes et à tous. Et bonjour. Merci d'être là. Vous êtes le président de l'UMI saisonnier et le vice-président d'Acto. Vous êtes au téléphone. Tout va bien ? Tout va très bien. Eh bien, merci d'être avec nous. Alors, on prévient les professionnels tout de suite au sujet de cette nouveauté qui n'est pas qu'un coût supplémentaire ni une couche en plus sur le millefeuille administratif. C'est une contribution qui répond à des besoins majeurs qui étaient nécessaires. Alors, non seulement ça répond à des besoins majeurs, mais c'est surtout que ça permet de prévenir la rupture que l'État va faire sur le financement de la formation professionnelle. Et c'est surtout garantir la formation et la montée en compétences de nos salariés pour les années à venir et de façon très, très durable. Alors, qu'est-ce que c'était l'idée alors de cette conventionnelle ? Expliquez-nous. Eh bien, la conventionnelle formation est depuis le 1er janvier 2026 une contribution conventionnelle supplémentaire pour nos entreprises à destination 100% pour les formations de nos salariés, dans la mesure où depuis les cotisations, ce qu'on va appeler les cotisations formation de nos entreprises, le législateur a voulu qu'elles soient transformées en argent public. Donc maintenant, l'État en fait ce qu'il en veut. Donc on voit bien les difficultés de l'État d'un point de vue budgétaire. Donc il était urgent de pouvoir se rendre indépendant et autonome de ce point de vue-là. Donc aujourd'hui, nous avons réalisé cela, quelle que soit la taille des entreprises, puisque jusqu'à présent, seules les entreprises de moins de 50 salariés avaient accès à une petite partie des dotations qui leur étaient prélevées. Et aujourd'hui, ce sont toutes les entreprises qui ont de nouveau accès à un financement pour la formation de leurs salariés, et surtout avec de la visibilité et prévoir à l'avance en début d'année son plan de formation pour toute l'année. C'est un luxe que nous n'avions plus depuis bien longtemps, dans la mesure où nous attendions les budgets que l'État voulait bien nous octroyer de trimestre en trimestre, donc d'avoir de la visibilité et surtout de la visibilité sur plusieurs années pour la montée en compétence de nos salariés est essentiel. Danielle Chavant, que veut dire cet mot ? Exprimez-vous. À part le plaisir de t'entendre, bonjour Laurent, je sais pas. C'est quand même un de plus, quoi. On a passé 2025 sans avoir de budget pour les formations, donc je comprends qu'on veut être indépendant et très bien, l'idée est bonne. Et rappelle-moi le pourcentage, c'est quoi déjà ? Je sais pas, lu le. Donc nous avons aujourd'hui un pourcentage pour l'année 2026 à 0,20%, 0,35 en 2027 et 0,50 en 2028 à compter de 2028. Grosso modo, c'est
Aujourd'hui, pour une entreprise de moins de 10 salariés qui va cotiser moins de 300 euros, on assure une capacité de mutualisation qui va permettre de pouvoir financer jusqu'à 2 000, voire 3 000, voire 4 000 euros de formation pour ces salariés. Mais l'intérêt, c'est Gaëtane, bonjour Laurent, l'intérêt c'est que là, on est sûr que l'argent qui est pris aux entreprises arrivera bien pour les salariés de la branche, puisque c'est du coup la branche qui va gérer cet argent. C'est l'élément essentiel dans la mesure aujourd'hui où je répète, toutes les cotisations formation que l'on connaît jusqu'à présent, qui s'appelle la CUFPA, pour lequel vous payez également l'apprentissage à l'intérieur. Ces cotisations-là ont été transformées en argent public avec la réforme de 2018, donc l'État en fait ce qu'il en veut. Donc Gaëtane, tu as raison, cet argent, ce budget-là qui est devant nous maintenant est à la main des partenaires sociaux, est à la main de la branche pour pouvoir le rendre bien évidemment aux entreprises, au bénéfice des salariés. Et je serais tenté de dire que tout ce que la branche a mis en œuvre de façon conventionnelle, elle peut le démonter demain matin. Donc si d'aventure on s'apercevait que l'État trouvait une mine d'or et qu'elle puisse retrouver des capacités financières importantes, eh bien, si on n'avait plus besoin, nous, de cette conventionnelle formation, on peut l'arrêter du jour au lendemain si elle n'a plus besoin. Mais aujourd'hui, force est de constater que nous avons besoin de monter en compétences, nous avons besoin de conserver nos salariés dans nos entreprises. Et le sujet aujourd'hui, c'est qu'on ne pouvait plus le faire. Et donc, ou alors il fallait vite se dépêcher en fin d'année de consommer des fonds de formation, ou tout simplement ne plus rien faire. Donc là, la compétition qui est devant nous en termes d'attractivité par rapport aux autres branches professionnelles, dans la mesure où la natalité en France est quand même en berne, à l'évidence, les branches qui seront en avance sur la formation et sur l'attractivité des métiers auront un temps d'avance dans la compétition de qui va travailler chez qui. Ok. Et donc, est-ce que tu peux juste nous parler en quelques mots des formations aussi pour les saisonniers qui vont être possibles du coup en amont des saisons? Tout à fait. Nous avons prévu également dans des parcours certifiants qui vont permettre de préparer et de pouvoir aux entreprises préparer leur début de saison, notamment les salariés qu'ils embauchent pour une saison de montagne par exemple, ou une saison d'été. Il n'y a pas du tout de choix entre l'été et l'hiver. On peut faire les deux. Dans la mesure où on a prévu de pouvoir embaucher un salarié peut-être 15 jours avant sa date, la date de début de travail comme on le faisait jusqu'à présent. Et en l'état, on prend en charge avec la conventionnelle, la prise en charge se fait avec des formations, se fait avec la conventionnelle, mais la nouveauté, c'est que nous avons prévu un budget pour prendre en charge aussi une partie des salaires, jusqu'à 14 euros de l'heure brute en formation. Donc vous pourrez prendre un salarié en amont de votre saison, l'embaucher une semaine ou 15 jours avant et faire en sorte de le mettre en formation pour qu'il soit prêt à pouvoir travailler dès lors que l'établissement sera ouvert. Okay. Donc, si on comprend bien, on ne sécurise pas tant les budgets, mais on sécurise l'affectation des budgets avec cette nouvelle conventionnelle. C'est ça, parce qu'en fait, donc il y a bien. Oui, alors si j'ai dit la sécurisation des budgets, on n'a pas vocation à sécuriser des budgets pour faire la trésorerie, c'est pas le sujet. On a vocation à sécuriser des budgets pour pouvoir les dépenser, pour pouvoir sécuriser la formation de nos salariés. Ça, c'est ce qui est important. La montée en compétences et la compétitivité de nos entreprises. Très bien, merci. Oui, Daniel, pardon. Est-ce que dans cette grande vague de nouveautés, et bravo, est-ce que vous mettez aussi un petit coup de neuf dans les formateurs, un petit peu, il y a de la nouveauté ou on reste dans le même... Alors, alors là, pour le coup, le marché est libre de ce côté-là. Donc, nous avons, notre... tout le monde peut aller sur le catalogue des uns et des autres, surtout du mi-formation. Mais tu as raison, c'est aujourd'hui la capacité de pouvoir se former et financer une formation qui sera choisie par l'entreprise et choisie pour le salarié qui est dans l'entreprise.
doit permettre de pas seulement suivre un catalogue de formation qui aujourd'hui peut être désuet ou obsolète, mais de faire des formations vraiment novatrices et des formations qui vont apporter une vraie plus-value aux salariés et à l'entreprise pour la compétitivité de l'entreprise. Donc c'est important aussi que vous puissiez poser, chaque entrepreneur puisse poser les bonnes questions à l'organisme de formation, et surtout si le catalogue que propose un organisme de formation ne correspond pas à vos attentes, il faut absolument je sais pas, lui demander d'aller plus loin ou d'aller voir un autre catalogue, parce que les fonds ne sont pas, les fonds sont là. Donc même s'il n'y a pas de garantie définitive, puisque c'est de la mutualisation sur le retour par entreprise, mais au regard du nombre d'entreprises qui forment aujourd'hui, à peine 11% des entreprises forment aujourd'hui, il est évident qu'il y aura des fonds d'information pour tout le monde. Donc il faut être un peu plus exigeant, un peu plus regardant, un peu plus demandant sur quelle formation nous devons faire dans nos entreprises et comment doivent s'adapter aussi les organismes de formation à ce nouveau marché qui s'offre à eux. Oui, parce que on nous dit dans tous les grandes messes que nos professions doivent se réinventer. On entend ça depuis le confinement, il faut se réinventer, il faut être meilleur. Alors, très bien pour les jeunes salariés, on est là attentifs, mais nous, salariés patrons, entre guillemets, c'est pas un terme que j'aime, mais ont besoin aussi, eux, de formation de plus haut niveau pour restimuler leur savoir-faire et pouvoir mieux le transmettre. Et on se heurte quand même à des formateurs gentils, quoi. Voilà, je n'ai rien contre, ils sont très bien. Mais si on pouvait amener un peu de sang nouveau et un peu plus de monter un peu en qualité, ça serait bien. Voilà. Merci. Mais à l'évidence, si dans nos entreprises, nous avons des salariés qui ont besoin de monter en compétences, chez les formateurs, il y a aussi des gens qui ont besoin de monter en compétences. Donc la compétition se fait là aussi, la concurrence se fait là aussi. Donc il faut aller maintenant vers être plus exigeant, parce que ces nouveaux budgets aussi nous engagent et nous responsabilisent dans les choix que nous devons faire vis-à-vis des prestataires de services. Et les prestataires de services doivent nous rendre et doivent rendre aux entreprises les formations qu'elles attendent pour monter en compétences. Merci Laurent Barthélémy d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président de l'UMI et des saisonniers, le vice-président d'Acto. Merci d'avoir fait la lumière sur cette nouveauté. Merci Laurent. Merci Laurent. Allez, notre invité tout de suite. Et le drame de Crans-Montana a non seulement fait retentir une onde de choc partout dans le monde, il vous a aussi touché personnellement, vous tous, et vous les professionnels, ramenez chacun face à vos responsabilités. Olivier Caillat, bienvenue, merci d'être avec nous. Merci, bonjour à tous. Vous êtes le patron des 3 brasseurs à Échirolles, tout à fait. Qui a subi d'ailleurs plus qu'un dommage, d'ailleurs, il y a quelque temps. Oui, un bel incendie en cuisine Ouais. qui nous a forcés et contraints à arrêter l'activité. Ceci pour plusieurs mois. Tout avait été maîtrisé à temps, il n'y a pas de... Personnellement, oui. Tout, voilà, Tout votre personnel n'a pas été touché. Et toutes les normes de sécurité étaient en place. Ouais. Donc tout s'est bien passé, s'est bien déroulé dans l'évacuation et dans la préservation des salariés et d'un maximum de biens. Alors on en est ici bien désolé aussi pour vous, bien sûr. Ce sont les risques du métier, comme on le dit, quand on est touché personnellement et au nom de son entreprise, c'est forcément très 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 compliqué à vivre. Oui, mais ça peut arriver à tout le monde, malheureusement. C'est quelque chose qui peut se passer. Et comment est-ce qu'il a retenti ce drame de Crans-Montana pour vous? Il vous a ramené vraiment à toucher, j'imagine, aussi à vif, bien sûr. Oui, au nom de toute la profession. C'est incomparable avec ce qui m'est arrivé, mais nous, c'était 10h du matin, on était en pleine mise en place, et bon, il n'y avait pas de clients, donc on a tenté tout ce qu'on a pu pour éteindre le feu. N'y arrivant pas, on a fini par évacuer. Tout ça se passe très très vite. Et là, sur une soirée du 31 à Crans-Montana, bon,
bien plus compliqué. Et je ne peux pas me permettre d'en... C'est impensable, effectivement. Oui. Enfin, voilà, on ne Étayer peut là-dessus, pas. mais- En revanche, c'est important pour nous aujourd'hui de pouvoir rappeler quelques faits, en fait, pour pouvoir, chacun d'entre vous, vous assurer que vous êtes bien dans les clous. Oui, Et on n'est peut-être pas là revoir pour toutes dire- les bases. Olivier Voilà. va pouvoir vous redire déjà les bases des ça. ERP. Et puis après, on ira un petit peu plus loin pour voir ce que la modification d'activité d'un établissement engendre. Voilà, parce que c'est souvent sur ce genre de choses que les établissements vont pêcher. Voilà, Je pense on que, dit voilà. pas, voilà, ça n'a pas été fait en Suisse, c'est pas du tout le contexte, Non, bien sûr. C'est C'est juste vraiment que là, une- aujourd'hui, bien sûr. avec cet accident dramatique, Oui. ça permet de se dire, est-ce que moi, dans mon établissement, je n'ai pas doucement dévié vers des choses sans mal aucun, mais en tous les cas, de se repositionner et de se dire, est-ce que je suis bien dans les clous? Oui, parce qu'à force de crouler aussi sous les nouvelles réglementations dans tous les secteurs, hein, si les pissenlits doivent pousser à gauche ou à droite, donc à force, peut-être que nous, adhérents professionnels, on risque de plus être aussi attentifs. C'est pour ça que le syndicat souhaitait aujourd'hui, et merci Olivier, c'est le président de l'hôtellerie aussi, de les réalerter. Et il est évident aussi que les clients doivent être sûrs et certains que quand ils viennent dans les établissements CHRD, qu'ils sont en sécurité. Et tout est mis en œuvre en France pour que ça soit le cas. Donc voilà, peut-être qu'Olivier, je te laisse rappeler les différentes choses. Exactement ça. Donc un ERP, c'est un établissement recevant du public. On se doit donc de préserver l'intégrité et la sécurité de nos hôtes. On est en France, je ne connais pas les règles suisses, mais pour ce qui est de la France, on les différencie. Donc par un type, on va avoir un type N pour tout ce qui est bar, brasserie, restaurant, un type O pour hôtel, auberge et résidence hôtelière, un type P pour boîte de nuit, club et dancing et toutes ces affaires-là. Et chaque type va être catégorisé en fonction d'un numéro. Il y a de 1 à 5. Et chaque catégorie, en fait, c'est combien de personnes, jusqu'à combien de personnes l'établissement peut recevoir. Toutes ces catégories engendrent, du coup, des normes et de sécurité différentes et bien spécifiques à chaque type et chaque catégorie. Donc cette classification, elle est bien sûr notifiée et on doit se mettre aux normes absolument conformément à ce type de classification-là. Est-ce qu'on le sait toujours aussi? Est-ce qu'on connaît aussi la limite? Est-ce que ça évolue? Oui, je comprends qu'il y a beaucoup de normes, mais nul n'est censé ignorer la loi. Et donc, du coup, oui, il faut être sûr et comprendre que on accueille des gens, qu'on leur doit une sécurité. Ça, c'est à l'ouverture, normalement. Donc, vous avez le classement de votre ERP. Enfin, c'est pas normalement, c'est vous avez le classement de votre ERP à l'ouverture en fonction de l'activité qui est déclarée. Hein, voilà. Et c'est là toute la subtilité du changement d'activité. Infime parfois, plus important à d'autres fois. Et que ce glissement-là fait qu'à chaque fois qu'il y a une modification de votre activité au sein de votre établissement, il faut vous interroger. C'est impératif, un changement d'activité n'est pas anodin. Voilà. Parce que ça engendre derrière plein de choses. Oui, ça peut aller très vite. Hein. Une soirée dansante, attention, il y a d'autres règles qui s'appliquent. Un restaurant dans un hôtel, du coup, on va avoir deux typologies, deux types, on va avoir plusieurs catégories, donc des normes différentes. Tout ça, oui, c'est bien réglementé par les services de la mairie. Voilà, si vous avez une salle que vous n'avez jamais utilisée et vous vous dites, vous avez un resto, vous étiez en type N, vous n'avez jamais utilisé une salle qui était une salle privative pour vous, et puis vous vous dites, tiens, maintenant je vais l'utiliser, et puis je vais faire danser les personnes. Bon, ça veut dire que vous changez d'activité. Et donc, ça veut dire que vous allez pouvoir accueillir aussi plus de personnes.
Donc là, potentiellement, vous allez changer de catégorie, de type, puisque vous allez faire danser. Du coup, est-ce que vos dégagements sont bons? Est-ce que vous êtes toujours OK sur les équipements dont on a besoin quand on fait danser? Enfin voilà, il va falloir se poser évidemment toutes ces questions. Et puis aussi, pareil, si même c'est qu'une partie de votre resto, de votre salle de resto habituelle, que vous allez dédier à une partie danse, bah là où vous pouviez accueillir, mettons, 40 personnes, bah debout, vous allez pouvoir en accueillir beaucoup plus. Et du coup, ça va changer aussi le type de catégorie dans lequel votre établissement va être classé. Et ça peut se produire aussi naturellement. Un 31 décembre ou une Saint-Valentin, on invite, le restaurateur peut inviter une performance de danse, par exemple des danseuses qui viennent animer, ça se fait. Et puis, de fil en aiguille, les personnes viennent danser, c'était pas forcément prévu. Le public rentre et vient regarder. Là, c'est des choses un petit peu particulières, parce que là, c'est du ponctuel. En revanche, dans la mesure où va s'installer une activité dansante dans l'établissement, il va falloir se poser la question du changement d'activité. D'accord. Voilà. Si c'est ponctuel, ça reste quelque chose qu'il faut regarder au cas par cas. Et là, je vous inviterai à appeler Véronique pour toutes ces subtilités-là. D'accord. Voilà. Toujours une histoire de jauge, de nombre de personnes. D'accord. Et donc, dans ces changements d'activité, donc c'est se poser ces questions. Est-ce que ça va changer, du coup, donc mon activité va changer? Est-ce que ça va changer le nombre de personnes qui va être accueillies à l'intérieur de mon établissement? Ça veut dire aussi qu'il faut que vous pensiez à votre assurance. Parce que quand vous avez commencé votre activité, vous avez souscrit un contrat d'assurance. Si vous changez légèrement votre activité, il faut avertir votre assurance, parce que sinon, le jour, si vous avez un souci, l'assurance vous dira, écoutez, moi je savais pas que vous aviez cette activité-là, je ne la garantis pas dans mon contrat d'assurance, et là vous êtes quand même bien embêté. Voilà, donc là ça va être, il va y avoir quand même des répercussions financières assez importantes. Il va falloir aussi vérifier dans votre bail commercial, dans votre règlement de copropriété, on en parlait dans une précédente émission, et voir si dans le bail commercial il y a une autorisation de faire une activité bar ou une activité dansante. Il va falloir regarder dans le règlement de copropriété de la même façon si cette activité-là est possible. Il va falloir faire des demandes aussi au niveau de l'aménagement, des travaux. Voilà, et peut-être que vous allez devoir aménager une partie et tout ça, c'est soumis à autorisation de travaux. Des issues notamment. Voilà, en fait, chaque chose qui va être changée implique de nouvelles choses, de nouvelles règles, et que ce qui était valable pour votre restaurant de départ ne va pas l'être pour l'évolution de cette activité. Voilà, vous devez aussi, on ne peut que évidemment vous dire d'aller vers des professionnels compétents en la matière, de vous faire accompagner. Par exemple? Alors ça peut être un architecte, ça peut être un bureau d'études spécialisé en sécurité incendie, ça peut être un audit de sécurité, coordinateur SSI, voilà, qui va pouvoir vraiment vous accompagner dans tout ça pour vous assurer que tout est bien vu et fait. Une obligation à l'ouverture. Qui est une obligation à l'ouverture. Et qui peut avoir des déviances. Voilà, et que c'est juste bien se dire, attention, je change quelque chose dans mon établissement, je modifie quelque chose, il faut impérativement que je me repose ces questions de départ, en fait. D'accord. Il faut quand même rappeler qu'on navigue pas comme ça dans le flou. Pardon. On a quand même des contrôles. Oui, alors ça, c'est valable pour vous. Parce que vous avez un établissement qui a un hôtel, mais le restaurant qui a moins de 200 personnes, qui peut accueillir moins de 200 personnes, il n'a pas de contrôle régulier. Si on prend le type N, non, type N en 5e catégorie. Il ne va pas y avoir de commission de sécurité. Non, tu prends pas Socotec ou la Pavre. Vu qu'il n'y a pas de commission, est-ce que tout le monde le fait bien? C'est ça. Voilà. C'est qu'en fait, il y a toute une partie d'établissements qui vont être, on va dire, type N, donc c'est-à-dire restauration 5e catégorie, c'est-à-dire qui peuvent accueillir moins de 200, qui accueillent moins de 200 personnes dans leur établissement. Ils ne sont pas soumis à des commissions de sécurité régulières, comme vous pouvez l'être dans les hôtels, dans les plus gros établissements comme Olivier A, comme les Trois Brasseurs, qui est en catégorie 3, donc c'est-à-dire qu'il peut accueillir plus de 300 personnes. Donc ça, c'est aussi, du coup, ça veut dire qu'il faut vraiment se gendarmer quand on a ce type de plus petit établissement, parce qu'en fait, on est moins accompagné
que les autres. Et ça glisse vite. Et ça glisse très vite. Parce que ce que je voudrais marge aussi est vous mince. dire, et ce qui a été l'une des choses aussi qu'on a vu lors de l'incident de Crans-Montana, c'est que il y a une règle au niveau de la réaction au feu des matériaux qu'on va utiliser. Il y a une règle qu'on appelle la règle des 421, des 421. Voilà, qui dit que au sol, on doit avoir des matériaux moyennement inflammables, donc c'est des M4. Au mur, on doit avoir des matériaux difficilement inflammables, des M2. Et au plafond, des éléments non inflammables, des M1. Donc, d'où le 421. M4 très strict. Au sol, Okay. M2 au mur et M1 au plafond. D'accord. Voilà. Donc ça, il faut aussi demander à tout, quand vous allez mettre des nouveaux matériaux, si vous faites vos petits travaux le dimanche dans votre établissement, toujours avoir les certificats s'ils sont inflammables ou pas. Et ça, c'est crucial. Voilà, ça, c'est crucial également. Oui, rappelons que, bien entendu, la sécurité de nos clients, mais derrière, l'assurance ne fonctionnera pas. Et pour l'exploitant, ça va être un calvaire. Si c'est pas aux normes. Si c'est pas aux normes. Voilà. Et pensez à faire vos contrôles. Et là, je pense à justement l'incendie dans ton établissement où tu avais fait tous les contrôles nécessaires. Oui, et pour autant, il y a eu un problème et tous les verrous se sont mis. Du coup, tout s'est bien passé. Mais en termes d'assurance, le fait que tu aies fait tes démarches de contrôle, voilà, tous mes contrôles, sécurise les choses. Et d'ailleurs, on le voit bien, l'établissement n'a pas brûlé dans son intégralité. Voilà. Ça a permis quand même de contraindre le feu à une partie de la cuisine. Et oui, évidemment, ce sont des contraintes, c'est des choses à penser, à faire régulièrement, à s'interroger. On ne peut pas faire ce qu'on veut, mais ça a des conséquences qui peuvent être extrêmement graves, soit en termes financiers, soit en termes humains, comme on l'a vu. Et donc, on ne peut pas négocier sur la sécurité. Il n'y a pas de négociation possible. Et ça, c'est quelque chose qui est primordial dans les établissements ERP. Bien sûr, on vous demande toujours de vous renouveler, d'aller plus loin. La priorité, c'est aussi celle-ci. Si vous avez un doute, vous contactez l'UMI, bien sûr. Vous contactez Olivier, bien sûr. Vous saurez y répondre et orienter vers les différents professionnels pour réaliser un audit, si nécessaire, un audit de sécurité. Suis-je bien aux normes? Que dois-je faire pour assumer mes responsabilités aussi de A à Z? Voilà. Merci. Merci Olivier. Bien, oui. On n'a pas précisé que Olivier est notre président des hôteliers à l'UMI. Vous l'avez dit, pardon, excusez-moi Daniel. On le rappelle, président des hôteliers. Mais c'est pas grave. C'est un scandale. Et puis, bien, courage à vous pour la suite, Merci. évidemment, d'ici à la réouverture. Vous avez dit de salariés en chômage. Une cinquantaine. Une cinquantaine de salariés pour l'instant qui attendent la reprise de l'activité. Vous avez dit pour quelques semaines, quelques mois encore. En juin. En juin. Ouais. Merci beaucoup, Merci Olivier. Et l'autre lumière de cette émission, Véro décrypte, c'est tout de suite service compris. Et elle porte un nom, Véronique Soldevilla, figurez-vous. Pour nous, c'est Véro. Véro trouve tout. Aujourd'hui, on va tout trouver, tout savoir sur la différence entre le règlement intérieur et la charte. Oui, Alors, tout à fait. Alors, je constate qu'il y a de plus en plus d'établissements qui veulent mettre en place un règlement intérieur dans leurs établissements pour rappeler aux salariés le code de bonne conduite dans une entreprise. Mais c'est obligatoire un règlement intérieur Alors, il est obligatoire pour les entreprises qui ont au moins 50 salariés. Mais ceci étant, rien n'empêche un établissement de moins de 50 salariés de mettre en place un règlement intérieur. D'accord. C'est juste optionnel. Ah bon? Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'il implique alors justement Alors justement, le règlement intérieur, je rappelle que le règlement intérieur fixe les règles générales de discipline, de santé et de sécurité, ainsi que les sanctions si le salarié ne se plie pas au règlement intérieur qu'il a effectivement affiché dans l'établissement. Alors, il y a une petite contrainte, entre guillemets, ceux qui veulent le faire de façon optionnelle, c'est que le règlement intérieur doit être d'abord présenté au CSE, donc au comité social économique, si on en a un, et ensuite il doit être déposé auprès de la DRITS, donc anciennement l'inspection du travail, parce que la DRITS est là pour vérifier que le règlement intérieur est cohérent avec la réglementation du droit du travail, et notamment le droit des libertés des salariés, et qui n'impose pas des contraintes inutiles.
Il vérifiera également et contrôlera toute l'échelle des sanctions, puisque dans un règlement intérieur, on dit « tu n'as pas le droit de faire ceci, vous n'avez pas le droit de faire cela ». Et si jamais vous contrevenez à l'interdiction, voilà les sanctions que j'appliquerai, donc en l'occurrence un avertissement, une mise à pied, un licenciement. Donc si c'est abusif, il y a les moyens de contrôler ça, de limiter. Non seulement on contrôle, mais aussi de mettre en place des sanctions pour aller jusqu'au licenciement si c'est nécessaire. On peut s'appuyer dessus? Bien sûr. Ah oui, Tout à fait. Il faut la confirmation de l'inspection du travail. Il faut une C'est ça, déclaration. c'est contrôlé. C'est du déclaratif. D'accord. L'inspection, je ne pense pas qu'elle va vous y dire il est bien fait, mais effectivement, il doit être là. Parce que si jamais vous usez du règlement intérieur pour licencier à juste Oui, c'est titre, ça. parce que le salarié contrevient de façon. Pour un licenciement, c'est qu'il doit avoir une faute lourde ou grave. Si vous vous appuyez sur le règlement intérieur, il faut que ce soit spécifié sur le règlement intérieur. C'est-à-dire que, par exemple, vous voulez le licencier pour alcoolémie ou drogue, parce que malheureusement, souvent, c'est un peu le cas. À ce moment-là, il faudra que ça soit spécifié sur le règlement intérieur, les sanctions que vous pouvez mettre en place, bien sûr, en adéquation avec le Code du travail. Vous ne pouvez pas mettre les sanctions que bon vous semble. D'accord. Ou une tenue un peu pas forcément appropriée, ça peut être un peu abusif aussi. Là, dans ça sera de certains cas, l'avertissement. donc, Là, ce sera de l'avertissement. Mais on D'accord. pourra effectivement, parce que c'est spécifié sur le règlement intérieur, qu'il y a une tenue vestimentaire s'appuyer correcte, ainsi qu'une hygiène corporelle, on peut le mettre aussi. D'accord. S'il contrevient ça, le règlement intérieur vous permet de faire un avertissement. D'accord. Donc il y a aussi la limite entre les libertés, les devoirs, conformément à l'esprit aussi d'un établissement qui doit accueillir ses à fait. clients dans des conditions décentes et travailler avec des collaborateurs. Effectivement. D'accord. Par contre, si on ne veut pas, on n'est pas obligé de faire un règlement intérieur puisqu'on est moins de 50 salariés, et on veut tout de même mettre en place un texte pour rappeler, toujours pareil, le code de bonne conduite auprès des salariés, on mettra en place ce qu'on appelle une charte ou un code de bonne conduite. Donc, sur la charte... Ça, c'est obligatoire ou c'est... Non, C'est c'est facultatif. optionnel. Ok. En fait, c'est si on le désire. Alors, comme je rappelle depuis le début, je l'ai dit tout à fait au début, c'est vrai que j'ai de plus en plus d'entreprises qui me disent les salariés, ils pensent ils croient j'ai beau leur dire, à ce moment-là, vous mettez en place un règlement intérieur ou une charte si vous ne voulez pas partir sur la contrainte administrative. Et on peut mettre en place une charte. Alors là, dans la charte, bien évidemment, on pourra mettre les règles à suivre en termes de horaire de travail, retard, absence, tenue vestimentaire, hygiène corporelle. On pourra mettre donc l'usage du téléphone, le tabac, les drogues, l'alcoolémie, enfin voilà, tout ce qui peut effectivement contrevenir à la bonne marche de l'établissement et également en termes de sécurité et santé. On revient toujours sur ça vis-à-vis des salariés. Alors bien évidemment, quand on va parler de drogue et d'alcoolémie dans ce règlement intérieur, on va l'axer sur la santé et la sécurité du salarié. Effectivement, un salarié qui arrive chez vous en état d'ébriété, surtout en cuisine, il y a quand même des couteaux, il y a quand même du matériel qui peut être dangereux. Et donc on va s'appuyer sur le fait que en termes de sécurité vis-à-vis de lui et de ses collaborateurs, on va s'appuyer sur le règlement intérieur ou la charte. Oui, excuse-moi de t'interrompre. Oui. C'est tellement agréable de t'écouter qu'on est bien là. Quand tu parles d'alcoolémie, Oui. on n'a aucun moyen de le faire constater. Si. Parce que... Ah oui, alors vas-y. Excusez-moi, sur le règlement intérieur et sur la charte, vous pouvez effectivement, tu si fais vous quoi? l'écrivez, Tu de sens faire son des haleine tests d'alcoolémie. Vous êtes en droit de le faire. C'est marqué dans le règlement intérieur Voilà, et vous pouvez. dans la charte. Ouais. Et même la Les drogue. tests d'alcool, les tests. D'alcoolémie et des tests salivaires pour la drogue. Vous êtes en droit de le faire si vous Si l'avez tu fais une spécifié charte sur le et que c'est règlement. marqué, Oui. est-ce que les salariés doivent le signer? Non. Vous le mettez, vous l'affichez. Alors, dans l'idéal, pourquoi pas, on peut toujours doubler et le faire et être sûr qu'il est. Mais de toute façon, le règlement intérieur et la charte s'affichent sur Et la le charte, plat- il faut aussi la présenter à l'adresse? Non, alors la différence, elle est là. C'est qu'en fait, comme je vous dis tout à l'heure, si vous ne voulez pas passer par la partie administrative de la DRITS, vous ne le nommerez pas règlement intérieur, vous le nommerez charte. Vous mettrez également les mêmes clauses de santé et de sécurité, ce que je vous disais tout à l'heure, et de discipline. Donc discipline, c'est les horaires, les absences et ainsi de suite. Mais par contre, vous ne pourrez pas vous appuyer sur la charte en cas de non-respect de cette charte. Pourquoi? C'est-à-dire, Parce que si vous justement, voulez les licencier. sanctions ne pourront pas être appliquées sur une charte. Elle n'a pas été validée par. C'est ce par qu'on l'adresse. appelle un code de bonne conduite, c'est-à-dire qu'on rappelle aux salariés dans l'entreprise qu'on a le droit de faire et ne pas faire. Mais la règle si du vous jeu. ne la, voilà, c'est la règle du jeu. Mais s'ils ne l'appliquent pas, vous ne pourrez pas aller jusqu'au licenciement en invoquant la charte, c'est-à-dire vous étiez informé via ce que vous avez signé, ce que je vous ai affiché, vous ne pourrez pas vous appuyer dessus pour faire un licenciement. Or, si vous faites et que le salarié vous dit non, je vais au prud'homme parce que je ne suis pas d'accord avec ça, et le juge va vous débouter.
C'est la différence avec le règlement intérieur. Même si tu as moins de 50 salariés, tu peux quand même faire un règlement? Oui. D'accord. Oui. Donc ça a plus de poids. Même 10 salariés. Ça a on plus peut de faire. Vous poids. l'avez faire un compris. règlement intérieur, Il y a un peu c'est plus sûr. de contraintes parce qu'effectivement, enfin contraintes dans le sens où le texte n'est pas le même dans un règlement intérieur, dans une charte. D'ailleurs, j'ai des modèles de règlement intérieur, j'ai Très des bien. modèles de charte, Bravo, bien Véronique. évidemment, que je Toujours présente. petit modèle. Et on Une voit charte bien est que une la ligne différence... de conduite sur Oui. laquelle, qui est presque une incitation à bien se voilà. tenir et non pas Effectivement, le comme début des un textes, texte qui va impliquer des effectivement, sanctions. Le début du texte d'une charte est sensiblement le même que celui d'un règlement intérieur. Vous devez respecter les horaires, les absences injustifiées doivent être présentées au bout de 48 heures, ainsi de suite. Mais dans une charte, vous ne pourrez pas mettre « attention, si vous ne l'appliquez pas, je vais appliquer D'accord. le Code du travail, l'article L du Code du travail qui spécifie que je peux vous licencier en cas de ceci, cela ». Ça, on ne peut pas le mettre sur une charte parce qu'on ne peut pas s'appuyer dessus. Mais ceci étant, c'est déjà une bonne chose parce que si effectivement aux salariés, vous commencez à leur présenter, si vous ne voulez pas faire un règlement intérieur, déjà un code de bonne conduite, une charte, déjà ça les... parfois ils oublient, tout simplement, enfin ils oublient. Ils sont dans un autre monde, certains ça me le disent, et en fait il faut rappeler les codes de bonne conduite des entreprises, je pense. Donc, Par contre, il n'est pas forcément uniquement restrictif. Je sais que moi, la DRITS m'a répondu qu'il fallait que j'incorpore aussi les risques de harcèlement et qui défendent le salarié, qui défendent les intérêts Je reviens à des ce que je disais, salariés je parlais de santé, de sécurité. Alors bon, j'ai pris un cas de santé-sécurité pour quelqu'un qui arrive en état d'ébriété dans une cuisine parce qu'il y a du matériel dangereux, mais bien évidemment, il y a aussi toute la partie protection. Dans les deux sens. Tout à fait. Et dans la charte, on va également le mettre en place. Bon, je n'ai pas tout nommé parce que la charte fait juste 8 pages avec 14 articles, mais effectivement, on le met aussi. Même si tout ce qui touche effectivement ce que vous disiez, ces textes-là sont déjà affichés dans le local puisque ça fait partie de l'affichage obligatoire. Mais effectivement, on va le rappeler dans le règlement intérieur ou on va le rappeler aussi dans la charte. Tout à fait. c'est du cas D'où par les cas. modèles. Qu'est-ce que vous recommandez alors pour une entreprise, on vraiment va dire, de en 15 fonction- salariés? Non, c'est vraiment en fonction de l'entreprise. Quand on me pose la question, je leur explique les deux systèmes. Charge à eux de choisir ce qu'ils désirent, Il faut ce quand même qu'ils désirent savoir faire. que 85% dans notre profession a moins de 10 salariés, même Oui. très peu. Donc je veux Oui. dire, Et c'est pour ça que je me suis rendu compte ces derniers mois, c'est que j'ai de la demande d'adhérents qui ont moins de 50 salariés qui m'ont dit je veux mettre en place un règlement intérieur, donc j'explique la différence et ensuite eux ils choisissent. D'accord. Mais j'ai une demande qui est de plus en plus croissante. Très bien. Eh bien, le règlement intérieur de cette émission nous contraint à limiter maintenant cette chronique. Merci Véro. Mais avec plaisir. Toute question, bien sûr, Véro Allumi 38. Et une autre question, maintenant, c'est la question du mois avec Gaëtan. Et Gaëtan, il fallait votre énergie pour parler d'un contrat d'électricité. Oh là là, Lucille, quel lancement. Alors, nous avons une question d'un adhérent restaurateur qui nous dit « Mon contrat d'électricité arrive bientôt à échéance. Les prix sont-ils actuellement intéressants ?» Alors, pour répondre à cette question, nous sommes appuyés sur deux de nos partenaires, EDF et Énergétique, que nous avons appelés pour avoir leurs sentiments, sachant que tous les deux ont répondu la même chose, go! Mais tout de suite, tout de suite. C'est-à-dire qu'en ce moment, les prix sont bas, ils sont revenus au prix d'avant-crise, voilà. Sauf qu'on voit bien que le monde est quand même pas d'une stabilité absolue, voilà, et que la moindre prochaine crise mondiale peut engendrer de nouveau une hausse d'électricité. Donc là, si vous avez grosso modo, allez voir tous vos contrats d'électricité, si vos contrats arrivent à échéance dans l'année, voire un petit peu plus, contactez votre fournisseur d'énergie, contactez notre partenaire énergétique, faites-lui lire votre contrat et voyez s'il n'est pas possible d'avoir moins. Parce que vous pouvez, même si votre contrat s'arrête dans un an, vous pouvez tout à fait signer dès aujourd'hui un contrat avec des prix qui seront bloqués. Et même là, il nous conseille de bloquer sur des prix sur 48 mois. Par exemple, à EDF, ils peuvent faire des contrats sur 12 mois, sur 32 mois ou sur 48 mois. Et là, en ce moment, comme les prix sont bas, il est recommandé de faire des contrats plutôt longs pour vous sécuriser en fait en termes de coûts d'énergie pour les prochaines années. Oui, mais est-ce qu'on peut renégocier les contrats en cours déjà et avoir Oui, des en fait, tarifs vous plus avantageux pouvez aujourd'hui bloquer les prix pour le prochain aujourd'hui. contrat. Tout à fait. Voilà, vous pouvez, mais dans l'année, si votre contrat arrive à échéance dans l'année, vous pouvez dès maintenant négocier ou en tous les cas vous tenir prêt à dégainer.
Dans Et- l'année, je pense. Dans l'année. Oui, c'est dans l'année. Dans Un l'année. contrat nous qui en- finit dans 2 ans, EDF. Non, m'a pas dit dans 2 ans, mais c'est Voilà. grosso modo dans l'année. Il est intéressant. Donc, allez voir notre partenaire énergétique, allez consulter EDF ou votre fournisseur d'énergie et regardez ça, puisque en ce moment, c'est vraiment important. aussi. Mais Savoir c'est- aussi c'est s'ils sont pareil. redevenus Ça au en fait tarif partie. d'avant. Voilà, les prix sont bas aujourd'hui pour tous les fournisseurs. Tout est dans la brochure adhérent. Tout est là dans la brochure adhérent que vous allez recevoir incessamment sous peu dans votre boîte aux lettres. Parfait, merci Gaëtane. Et maintenant, on va reparler d'amour avec les tendances de chou. Du love de partout et en musique, toute de bleu vêtue. Dites donc, il y avait un joli dress code aujourd'hui. L'amour est bleu aussi, et pas forcément tout rouge ou tout. Il peut être aussi pétillé comme les petites bulles de cette petite boisson qui nous accompagne aujourd'hui et qui, voilà. Il ne faut pas abuser. Ou alors avec le zéro alcool dont nous avait parlé Chou dans une précédente chronique. Alors, l'amour. Alors, bonjour. Donc, alors aujourd'hui, on va parler peut-être un petit peu d'amour, mais surtout sous couvert musical. Aujourd'hui, les conseils, sont comment choisir sa musique dans son restaurant. Barry White. Pourquoi Non. pas Hein, Pourquoi pour la pas Saint-Valentin ou pour en général? Pour en général, en fait. Parce que bien ouais. souvent, ce qu'on constate dans nos établissements, alors, on va pas parler de tout ce qui est discothèque, boîte de nuit, puisque là, on fait vraiment appel à des professionnels, des DJ, etc., etc. Mais ce qu'on se rend compte dans les établissements, c'est que parfois, on arrive en tant que client dans un établissement et finalement, on écoute une ambiance musicale qui a pu être choisie par un collaborateur qui était en train de faire son ménage et qui a oublié de changer, et puis qui, du coup, on écoute des musiques improbables, des Parfois, ambiances... mais souvent, non? Peut-être. Alors Souvent. après, ça dépend du type d'établissement. Je suis cliente, hein, je le dis au nom de mon expérience. Donc le conseil, c'est surtout de se dire que la musique, elle joue un rôle essentiel dans l'ambiance d'un restaurant et elle influence directement l'expérience client. 2-3 petites bases, 2-3 petites notes pour avoir une ambiance musicale de qualité. Alors déjà, le volume sonore. En fait, il faut juste avoir un bon équilibre. Pas trop fort pour éviter de submerger les conversations ou même encore perturber une expérience client. Et pas trop faible parce que sinon, c'est une musique qui risque de passer inaperçue, qui va manquer d'effet, qui ne sera pas très subtile et qui ne mettra pas en valeur l'atmosphère de l'établissement. Investissez dans un système de son de qualité. On en avait parlé dans une chronique précédente, mais c'est très important juste de ne pas se contenter d'une petite enceinte qu'on pourra avoir derrière un comptoir. Investissez dans une diffusion claire et agréable avec un équipement adéquat et placé de manière stratégique. D'accord ? Aux quelques coins de l'établissement pour que votre client, qui soit au départ de votre établissement ou en fond de restaurant, puisse avoir une sonorité parfaite. Vos clients doivent se sentir en phase avec le lieu. Votre musique, elle doit être cohérente avec votre concept. J'entends, vous avez un restaurant gastronomique. On choisit plutôt peut-être une musique douce et discrète. Une restauration rapide ou un petit peu tendance. Cette fois-ci, ce seront peut-être des sons un petit peu plus dynamiques. Votre musique, elle doit être aussi cohérente avec la cuisine que vous proposez. Bien souvent, on oublie, mais si vous avez un restaurant italien, pourquoi pas proposer type trattoria? Pourquoi pas proposer une musique un petit peu italienne? La mandoline? Ou encore, non, quand même pas. Il y en a Pourquoi pas? d'autres, On peut aller dans l'ultra kitsch. Il y a pas, en fait, il y a Non, pas non, de mais règle pourvu que Il y a de le l'opéra client aussi. soit Ça en marche pas, phase avec l'opéra. le lieu. Ça marche pas. Dans un bistrot, ça pourrait être aussi des musiques françaises qui rappellent un petit peu de nostalgie. Et surtout, il faut que votre musique elle soit en cohérence avec votre clientèle, la clientèle que vous ciblez. Si vous avez une clientèle familiale, vous allez aller vers des genres plutôt reconnus, des musiques qui sont assez consensuelles. A contrario, si vous visez une clientèle de jeune génération, eh bien, ce sera plutôt une musique d'ambiance un petit peu plus marquée. Votre ambiance musicale, elle doit être flexible et adaptable, d'accord ? Parce qu'elle doit s'adapter aux différents moments de la journée. Le matin, quelque chose de calme. Autour du brunch, quelque chose de calme. Sur le déjeuner, plutôt dynamique pour favoriser un petit peu plus de dynamisme, même au niveau de votre clientèle, on en parlera après. Elle doit être également en cohérence avec les événements. On en parle, on en a parlé, la Saint-Valentin. La Saint-Valentin. Donc sur la Saint-Valentin, pourquoi pas des musiques un petit peu romantiques et une playlist choisie. Rappelez-vous qu'une playlist choisie fait écho au sentiment de vos clients. Et c'est important. C'est vraiment important.
Ah oui, mais qu'est-ce que le romantisme aujourd'hui? Ah bah ça c'est une vaste question, on en parlera plus tard dans une autre Oui, chronique. oui, on verra plus tard. Pour ce qui est également, et ça c'est vraiment le volet obligation légale, vous utilisez une musique faite par des auteurs. Ah, ça, c'est... D'accord, donc c'est une musique autorisée qui évite les sanctions et garantit une diffusion légale. Il faut déclarer la diffusion de votre musique, d'accord? Alors entre autres à la SACEM. Pour mémoire, en étant adhérent à l'UMI, vous bénéficiez jusqu'à 28% de réduction sur les tarifs remisés, donc pensez à les prévenir. Et grosse vigilance, parce que l'IA est là, on en parle, on s'en sert et c'est très bien. Mais les diffusions de playlists générées par l'IA ne sont pas libres de droit, d'accord? C'est un rappel vraiment, c'est quelque chose à avoir en tête, parce qu'on se dit, bah tiens, finalement, c'est généré par l'IA, hop, bon, c'est ni plus ni moins qu'un ordi, hop, je vais mettre une musique. Non, pas du tout, ce ne sont pas des musiques qui sont libres de droit. Vous pouvez être poursuivi par la SACEM, donc soyez vigilants. Donc ici, il faut payer un forfait global. On déclare classiquement à la SACEM. On déclare titre par titre? Oui. Voilà, non, pas titre par titre. D'accord, Non, voilà. parce que c'est une déclaration qui se fait. Vous contactez la SACEM, vous dites que vous êtes adhérent à l'UMI et c'est en fonction du type d'établissement, de nombre de places assises, etc. Il y a tout un calcul qui se fait et du nombre d'habitants dans la ville, etc. Pour avoir un forfait. C'est juste que de se dire, c'est pas parce qu'on utilise l'IA on ne doit pas déclarer sa musique. C'est vraiment important. Ce sont des musiques qui ne sont pas libres de droit. Pour la simple bonne raison que l'IA utilise ce qui existe, en fait. Donc, ils font un petit mix, elles font un petit mix de ce qui existe, donc de ce qui est soumis à ça. On a été interpellé sur ce sujet-là parce que on a aujourd'hui des restaurateurs, enfin des professionnels qui ont été poursuivis par la SACEM justement pour non-déclaration de ce type de diffusion de musique. Alors, pourquoi la musique est importante dans votre restaurant? On en a parlé, c'est pour l'ambiance, c'est ci, c'est ça, mais par-dessus tout, elle a un impact mesurable sur le comportement de vos clients. Là, ça va vous intéresser. Pourquoi? Parce qu'elle influence directement sur les commandes et a un effet sur les ventes. Il y a une étude qui a été menée sur près de 2 millions de transactions qui ont été faites dans des chaînes de restaurants. Et ces études ont montré qu'une musique bien choisie, en cohérence avec l'image de marque, peut augmenter les ventes de 9,1% par rapport à une musique qui serait choisie de manière un peu trop aléatoire. Donc voilà, il faut l'avoir quand même en tête. Cette musique aussi, sur le comportement client, elle va impacter le temps passé à table. J'entends ce qu'on appelle les tempos lents, donc les musiques plutôt douces, créent une atmosphère détendue. Le client va rester plus longtemps à table et de fait consommer plus de boissons et de desserts. En moyenne, plus de 13 minutes, selon certaines études, de temps passé à table. Et c'est à ce moment-là où vos collaborateurs et collaboratrices peuvent proposer le principe de la vente additionnelle. Donc, il faut l'avoir en tête. Sur un tempo un petit peu plus rapide, on va laisser place à une atmosphère plus dynamique, des repas plus rapides, idéal donc pour les déjeuners express, et on donc va favoriser un turnover plus élevé des tables, ce qu'on appelle une rotation des tables, d'accord? Donc un service, 2 services, pourquoi pas 3, et donc favoriser une augmentation de la fréquentation de la clientèle. Et quoi qu'il arrive, et ça c'est vraiment une étude classique, ce sont des données sociétales, 69% des consommateurs préfèrent qu'il y ait de la musique dans n'importe quel établissement, voire même en supermarché, parce que le vide, le silence et le manque de bruit est souvent perçu, quoi qu'il arrive, comme inconfortable, surtout par la jeune génération qui, elle, déclare ne pas supporter le silence à 76%. Oui, normal. Voilà, donc... Mais pas la radio pour autant, mettez pas la radio dans les supermarchés. Non, mais voilà. Et alors, d'accord, maintenant qu'on sait tout ça, comment on peut être accompagné dans ces choix musicaux? Parce que c'est compliqué. Moi, je veux bien. Parce qu'on n'a pas le temps. Je peux bien proposer un consulting. Alors, vous avez 3 choses. Donc, vous pouvez faire appel déjà à vous-même, vos goûts, l'établissement que vous avez créé et aussi le goût de vos clients. Vous pouvez questionner vos clients. Vous pouvez également vous faire accompagner par des consultants en identité sonore. Oui, ça existe. Et à des musiques curateurs de playlists. Ils sélectionnent et structurent des ambiances musicales dans la durée. Ce ne sont pas des DJ, ce sont vraiment des personnes qui sélectionnent des musiques en fonction de votre établissement et ce qui s'y passe. Et ensuite, vous génèrent des playlists complètement destinées à vos établissements. En résumé, la musique dans un restaurant, ça n'est pas un simple
simple bruit de fond, c'est un outil stratégique, également le reflet de votre professionnalisme. Exactement, c'est Voilà. primordial. Merci Chou d'avoir choisi ce thème. Comment ça s'appelle? Consultant en truc, là, mon futur Alors, métier. consultant dites-moi. en identité sonore Consultant. ou musique curator. Voilà, mais Voilà. c'est essentiel, c'est fondamental. Et moi, en tant que cliente, mais je me demande si vraiment les responsables y réfléchissent. C'est fondamental. Déjà, si je peux me donner un conseil, pas de voix en général, pas de voix qui crie, des chanteuses. Quand on mange, on n'a pas envie d'avoir quelqu'un, même si c'est doux, mais pas trop de voix, pas de voix qui crie. La soul, c'est génial, mais pas quand on mange. Enfin, les guitares stridentes, c'est bien. Voilà, il y a vraiment, je pense, voilà, la c'est musique, vraiment c'est le bien, mais reflet ça c'est l'image de marque de l'établissement Voilà. qui est en jeu aussi sur l'identité sonore. Exactement. On a compris que c'était en fonction de l'heure, de l'établissement, voilà, du type de cuisine ou autre, mais c'est fondamental. C'est vraiment, moi, j'y suis très sensible et c'est ce qui va faire que je vais rester ou pas. Une des Très bien. conditions, même si c'est bon, si c'est vraiment, je sens que la musique est pas bonne. Donc, si vous Non, mais voulez vraiment, que Lucille c'est vienne trop dans fort, c'est pas. établissement, vous savez ce qu'il faut faire. Oui, à vous peut-être de un peu jouer. extrême, effectivement. Il faut mettre de l'eau dans son vin, mais pas trop. Voilà. En tout cas, merci encore vraiment, Chou. plaisir. On peut revoir et revoir cette chronique sur la chaîne, voilà, sur YouTube, on peut le dire aussi. Merci à vous toutes. Aimez-vous surtout à table, ça fait du bien ce mois de février. Et on se retrouve très bientôt. Merci à vous tous. Merci.